Bilan sur le chapitre 10, comment est-ce qu'on modélise une action qui s'exerce sur... Donc, première chose, on va voir le lien entre une action mécanique et son moyen de représentation qui est la force. Donc, un objet exerce une action mécanique sur le système si cet objet modifie directement le mouvement du système, c'est-à-dire soit la valeur de sa vitesse, soit sa trajectoire, autrement dit son vecteur vitesse. Et donc pour trouver toutes les actions mécaniques qui s'exercent sur un système, on fait un diagramme objet-interaction, exemple, avec le ballon ici. Si je trouvais toutes les actions qui agissent sur le ballon, donc tous les objets en interaction avec ce ballon, et ben je prends mon ballon et puis je vais réfléchir aux objets qui sont soit en interaction de contact, soit en interaction à distance. On a donc le pied qui touche le ballon ici, donc une interaction de contact. Le sol qui touche aussi le ballon, une interaction de contact. Et puis ce ballon ayant une masse, forcément, il est soumis à l'attraction terrestre, donc qui est une interaction à distance. C'est-à-dire que le ballon, là, va subir trois actions. Ces trois actions, il va falloir les modéliser par un vecteur force, d'accord? Et comme tout vecteur, hein, on va avoir quatre caractéristiques. Le point d'application, c'est-à-dire l'endroit où s'applique l'action mécanique, la force, ok? Souvent, au lycée, on va représenter les systèmes par un point, donc dans ce cas, le point d'application, c'est forcément le point. Une force, c'est une droite d'action, une direction, d'accord? Un sens, hein, à chaque fois qu'on a une droite, on peut la parcourir dans un sens ou dans un autre. Et enfin, la longueur du vecteur force, donc sa norme, ça va être proportionnel à l'intensité de la force qui s'exprime en newton. Donc une force, c'est en newton. Et comme on a une règle qui est en centimètres, il faut utiliser une échelle qui transforme les newtons en des centimètres. Et pour légender une force, on a une légende qui se met sous cette forme-là, donc force de l'acteur slash le receveur. Par exemple, force qu'exerce le pied sur le ballon, donc force F pied ballon. Donc dans ce cas-là, on avait tous les objets en interaction donc, avec le ballon, donc ce qui fait qu'on va avoir trois forces. La première force, c'est la force qu'exerce le pied sur le ballon, je vais écrire F de P sur B. F de P sur B, son point d'application, vu que c'est une force de contact, eh ben, c'est l'endroit où il y a contact. La direction, c'est perpendiculaire à la surface de contact, plutôt vers la droite, hein, le pied agit plutôt vers la droite sur le ballon, et puis la force, bah, ça dépend de l'intensité que veut mettre le joueur. Hop, donc cette force, on pourrait la représenter comme ceci. Ensuite, il y a la force qu'exerce la Terre sur le ballon. D'accord? Celle-ci, il faut bien connaître ses caractéristiques. On l'appelle aussi le poids du ballon. D'accord? La force qu'exerce la Terre sur un objet à sa surface, c'est ce qu'on appelle le poids de cet objet. Point d'application du poids, c'est toujours le centre de gravité. Direction toujours verticale, sens toujours vers le bas. Et la valeur du poids, vous savez la calculer, c'est P égale M fois G. Donc on a une force qui est verticale vers le bas et qui agit sur tout le ballon, mais qu'on représente comme partant du centre de gravité. Et pour terminer, on a la force qui exerce le sol sur le ballon, donc qui est aussi appelée la réaction du sol, hein. Le ballon est en train d'appuyer sur le sol à cause de son poids. Que fait le sol en contrepartie? Eh ben, il remonte le ballon avec la même force, d'accord? Donc on appelle ça la réaction du support, donc la réaction du sol ici. Point d'application, c'est une force de contact, donc au centre de la surface où il y a contact, perpendiculaire toujours à la surface de contact, vers le haut. Et puis, voilà, vu que ça compense le poids, ça a la même valeur que le poids. Hop, et voici la force qu'exerce le sol sur le ballon. Ensuite, on va voir le principe des actions réciproques ou la troisième loi de Newton. Donc, ce principe des actions réciproques dit que tout corps qui exerce une force F de A sur B sur un corps B subit une force F de B sur A d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé, qui va être exercée cette fois-ci par le corps B sur le corps A. Vectoriellement, ça s'écrit comme ceci, hein. C'est bien deux vecteurs qui ont la même direction, la même valeur, mais un sens opposé. Typiquement, si j'essaie d'appuyer sur le mur, eh ben, qu'est-ce que je ressens? Que le mur, il agit sur moi de la même manière, d'accord, avec la même force, une force de la même valeur, dans la même direction, mais dans un sens opposé. Le mur me repousse. Et puis si je suis vraiment très fort, eh ben, le mur résiste, 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 et puis au bout d'un moment, il peut céder. Et enfin, ici, bah, c'est pareil, hein, ça on le sent bien quand on joue au foot. Plus on va taper fort dans le ballon, plus on va sentir la force du ballon, hein, qui réagit sur notre pied. D'accord? Hop. Donc deux actions réciproques. Quelques forces à connaître.
La première, ça va être le poids d'un objet sur la Terre, ce qu'on appelle la force exercée par la Terre sur un objet, qu'on note plus simplement poids P. Donc ce poids P, on en a déjà parlé, hein. Donc c'est la force qu'exerce un astre sur un système. Donc on parle du poids sur la Terre, mais on peut aussi parler du poids sur la Lune ou sur une autre planète. Donc à connaître, le poids s'exerce toujours au centre de gravité du système. C'est toujours une direction verticale, un sens vers le bas, de manière que P est égal à la masse de l'objet fois la constante de gravité de l'astre, qui peut changer, on verra ça tout à l'heure. Hop, voilà comment on dessine ça. Et puis sur Terre, hein, donc dans la salle de cours où on fera nos expériences, on aura toujours G équivaut 9,81 newtons par kilogramme. Comment est-ce qu'on peut calculer le poids d'un objet? Bah, typiquement une boule de pétanque qui fait 700 grammes et on vous demande de calculer son poids, c'est-à-dire la force qu'exerce la Terre sur la boule en newtons. Donc déjà, il faut savoir convertir des grammes en kilogrammes, d'accord? Puisque dans P égale mg, la masse doit être en kilogrammes. Donc 1000 grammes, c'est 1 kilo, donc 1 gramme, c'est un millième de kilo. À 1000, vous mettez 3 zéros, donc 1 sur 10 puissance 3 kg pour 1 gramme. Et donc, 1 gramme, c'est 10 puissance moins 3 kg. Autrement dit, c'est 1000 fois plus petit qu'un kilogramme. Ce qui fait que pour faire le calcul, on réécrit P égale M fois G. On remplace les valeurs, enfin les grandeurs par les valeurs, pardon. Donc la masse qui vaut 700 fois 10 puissance moins 3 kg. G qui vaut 9,80 newtons par kilogramme. On voit bien que les kilogrammes divisés par les kilogrammes vont se simplifier, qu'il nous reste bien des newtons. On ne s'est pas trompé dans les unités. Ça nous fait un poids de 6,87 newtons. Deuxième force à connaître, la réaction du support. La réaction du support, hein, c'est ce qu'on va noter, la force qu'exerce le support sur un système. Le support, ça peut être une table, ça peut être le sol, diverses choses. Et elle a quelques caractéristiques, hein, ça permet hein, l'objet de ne pas s'enfoncer dans le support, justement. Et les caractéristiques qu'il faut connaître sur cette réaction du support, c'est que si vous avez un support horizontal comme ici, eh ben, le point d'application, c'est toujours le centre de la surface de contact. C'est toujours une direction perpendiculaire au support, donc verticale dans ce cas-là, et puis orientée vers le haut. Et puis, si vous avez un support qui est incliné, ben, on aura encore une direction perpendiculaire au support. Okay. Ce qui fait que, ici, l'objet... Dernière force, enfin une troisième force à connaître, pardon, la force de traction d'un fil ou d'un câble, qu'on va noter T comme traction, donc du fait de tirer, force qu'exerce un fil ou un câble sur le système. Hop. Donc c'est aussi une force de contact, donc c'est le point de contact entre le fil et le système, c'est-à-dire l'endroit où le fil est attaché sur le système. La direction, ça va être celle du fil lorsque le fil est tendu. Le sens dans le sens qui tire, et puis bah, la tension, hein, ça on ne peut pas le savoir, il n'y a pas de force pour connaître. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, hein, donc dans cette partie, on va s'intéresser à la force gravitationnelle. Donc les caractéristiques de la force gravitationnelle, donc déjà il faut savoir que deux objets qui ont une masse s'attirent mutuellement, c'est ce qu'on appelle l'intentionnel. Donc, soit deux objets de masse respective MA et MB qui sont séparés par une distance AB, chacun va exercer sur l'autre une force gravitationnelle telle que, hop, donc si je représente les deux objets ici, j'ai mis leur centre de gravité en bleu, ils sont séparés leur centre de gravité de la distance AB, ok. Et ben, le point d'application de chacune de ces forces, si je prends la force gravitationnelle qu'exerce A sur B, ça va être au centre de gravité de B, puisque c'est la force exercée par A sur l'objet B. La force gravitationnelle qu'exerce B sur l'objet A va s'exercer au centre de gravité de A. La direction de ces forces gravitationnelles, ça va être la droite AB, hein, la droite qui relie les deux objets. Sur cette droite, on peut mettre éventuellement des vecteurs unitaires si on veut l'expression vectorielle des forces. Le sens, il faut savoir que deux masses s'attirent, donc vous trouvez le sens qui fait que les deux masses s'attirent. Hop, donc là voilà, B est attiré vers A, et puis A est attiré vers B. Voici le bon sens. Et puis les valeurs. Donc les valeurs des forces gravitationnelles, c'est une formule qu'il faut connaître, qui est un peu plus compliquée que les formules habituelles. Donc la force gravitationnelle va dépendre d'une constante de gravitation universelle. D'accord? Ça veut dire qu'elle est valable partout dans l'univers universel. Elle vaut cette valeur-là, ok, mais vous n'avez pas besoin de connaître la valeur par cœur. C'est lié aussi au produit des masses des deux objets. D'accord? Donc plus un objet est lourd, plus la force va être importante. Voilà pourquoi les masses sont au numérateur. On voit qu'il y a des kilogrammes dans la constante gravitationnelle, donc il faut bien mettre les masses en kilogrammes. Et puis, plus les objets sont loin, moins les forces vont être importantes. D'accord? Donc la distance est au dénominateur, mais attention, il y a un carré.
C'est-à-dire que si vous éloignez 2 fois les objets, ils exercent une force l'un sur l'autre 4 fois moins importante. Et bien évidemment, vous avez vu qu'il y avait des mètres dans l'unité de la constante gravitationnelle. On met bien la distance AB en mètres. Donc, un exemple de calcul de force gravitationnelle. Calculer la force exercée par la Terre sur la Lune. Donc, on écrit la formule. Force exercée par la Terre sur la Lune, c'est la constante de gravitation universelle fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune, divisé par la distance entre la Terre et la Lune au carré. Donc, maintenant, on va repérer ces grandeurs dans nos données. Donc, la masse de la Terre. Ici, 5,97 et on n'oublie pas le fois 10 puissance 24. La Terre ne fait pas 5,97 kg. Attention, quand vous avez des tableaux, à bien aller chercher les préfixes multiplicatifs. Hop, la masse de la Lune ici, ok, et la distance Terre-Lune. Alors attention, il faut bien prendre la bonne donnée. Et là, je vous ai donné le rayon des planètes, mais les deux planètes ne se touchent pas. Il faut bien prendre le rayon de l'orbite de la Lune, d'accord? Hop, ici. Okay, rayon orbital, c'est le rayon de l'orbite de la Lune, et la Lune tourne bien autour de la Terre. Hop, on fait attention à diverses choses. Là, vous avez vu que j'ai mis mon rayon en kilomètres, donc il va y avoir des conversions à faire. Donc je recopie la valeur de la constante. Ici, j'ai mes masses en kilogrammes, et si je veux que les mètres se simplifient pour avoir que des newtons à la fin, il faut bien que je transforme mes kilomètres en mètres. Donc je recopie 0,383 fois 10 puissance 6. Et puis je sais que dans un kilomètre, il y a 1000 mètres, à savoir 10 puissance 3 mètres. Et je peux taper ça à la calculatrice. Et vous trouvez 2 fois 10 puissance 20 newtons. C'est une force qui est très importante. C'est normal, c'est deux astres. Pour que ça s'attire, il faut une force très très grande pour que la Lune reste autour de la Terre. 10 puissance 20, c'est un nombre dont on a du mal à se rendre compte. D'accord? Il faut savoir que 20, c'est 18 plus 2. Autrement dit, c'est 2 fois 9 plus 2. Autrement dit, ça veut dire 200 milliards de newtons. C'est une force qui est énorme. Hop, on vous demande de trouver la force exercée par la Lune sur la Terre cette fois-ci. Ça ne sert à rien de refaire le calcul. Principe des actions réciproques. Forcément, la Lune attire la Terre autant que la Terre attire la Lune. Ok. Et puis si on regarde la formule, on peut l'expliquer par le fait que si on fait F de L sur T, on va juste inverser ces deux termes-là. Et vu que c'est une multiplication, c'est commutatif, donc ça ne change rien. Et enfin, pourquoi est-ce que c'est la Lune qui tourne autour de la Terre et pas le contraire? Pas la Terre qui se met à tourner autour de la Lune? Eh bien, la Lune, elle est quand même beaucoup plus légère que la Terre, ce qui explique que c'est elle qui va bouger, d'accord? C'est elle qui va tourner autour de la Terre, et pas l'inverse, d'accord? Donc, expression vectorielle d'une force gravitationnelle. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué, ça s'adresse plutôt pour les élèves qui envisagent de suivre en spé physique. Les autres, vous pouvez vous contenter de ce qu'on a fait juste avant. Donc, expression vectorielle, en plus de donner la valeur de la force, ça va donner la direction et le sens. Si je reprends mon schéma de tout à l'heure, j'ai mis exprès des vecteurs unitaires pour pouvoir traduire les coordonnées des forces dans un repère. Okay, mon repère, il est là, il est associé à ces deux vecteurs unitaires. Donc, si je prends la force qu'exerce l'objet A sur l'objet B, ben ici, j'ai recopié la valeur, et vous avez vu que j'ai mis un moins I. Alors déjà, pourquoi I? Parce qu'on voit bien que la force qu'exerce A sur B, elle est bien dans la même direction que le vecteur I. Autrement dit, elle est bien collinéaire au vecteur I. Et si on regarde le sens, cette force-là va vers la gauche, le vecteur unitaire va vers la droite, donc c'est qui traduit le signe moins, c'est que traduit le signe moins. Donc on a deux vecteurs qui sont collinéaires de sens opposé, et puis pour trouver la longueur de la flèche rouge, il faut calculer cette valeur-là. Au contraire, si je prends la force qu'exerce l'objet B sur l'objet A, cette fois-ci c'est bien un vecteur qui est dans la même direction et dans le même sens que I, autrement dit collinéaire de même sens que I, ce qui fait que ici je mets un signe plus. Et si je regarde au niveau de mes deux forces, on se retrouve bien avec des forces qui ont la même valeur, okay, qui ont la même direction I, par contre qui ont un sens opposé, qui se traduit par le signe plus ou le signe moins. Donc évidemment, on retrouve ce que je viens de dire, que les forces sont opposées, ça correspond bien au principe des actions réciproques. Attention, la différence entre une grandeur vectorielle et une grandeur scalaire. Donc là, on a vu différentes choses. On a vu des grandeurs vectorielles, c'est-à-dire que j'écris les forces sous forme de vecteurs. Et puis, quand on calcule la valeur d'une force, on va l'écrire sous forme de scalaire, c'est-à-dire sous forme de nombre. D'accord? Donc quand je mets F sans flèche, je parle de la valeur de la force, la valeur en newton.
un nombre. Quand je mets f avec une flèche, je parle du vecteur force. D'accord? Donc je parle d'un vecteur. Pareil, quand on a fait les vecteurs vitesse, hein, le vecteur vitesse, c'est un v avec une flèche, mais quand je dois donner la valeur d'une vitesse, je ne mets pas la flèche sur ma ligne de... Donc, f et v sont des grandeurs vectorielles, f sans vecteur et v sans vecteur sont des grandeurs scalaires. Et donc, si vous avez écrit un vecteur à gauche, vous n'avez pas le droit de mettre une valeur à droite. Ok? Une petite subtilité. Vous verrez ça un peu plus tard, hein, en première plutôt. Et enfin, pour terminer, donc le lien entre votre poids sur Terre et la force gravitationnelle. Donc si on prend un système proche de la surface d'un astre, par exemple la Terre et Monsieur Pain d'Épices qui est sur la surface de la Terre, hop, le poids de Monsieur Pain d'Épices sur Terre, c'est tout simplement la force gravitationnelle qu'exerce la Terre sur Monsieur Pain d'Épices. Okay. Donc cette force, la direction, ça va être la droite qui passe par le centre de gravité de Monsieur Pain d'Épices et celui de la Terre. Hop. On sait que le sens fait que Monsieur Pain d'Épices est attiré vers le centre de la Terre. On met un repère ici, donc des vecteurs unitaires. La distance entre le centre de gravité de la Terre et le centre de gravité de Monsieur Pain d'Épices, c'est la distance d. Et cette distance d, c'est tout simplement le rayon de la Terre plus la hauteur à laquelle se trouve le centre de gravité de Monsieur Pain d'Épices. Or, le rayon de la Terre, c'est à peu près 6000 km, un peu plus de 6000 km. L'altitude du centre de gravité de Monsieur Pain d'Épices, c'est 1 mètre plus haut. Donc on va négliger ce petit h devant le rayon de l'astre. Et on prend une distance qui vaut tout simplement le rayon de l'astre. Ok. Ce qui fait que si je reprends mon expression, le poids donc de Monsieur Pain d'Épices, qui est la force gravitationnelle qu'exerce la Terre sur Monsieur Pain d'Épices, je remplace P par P égale M fois G, ok, fois le vecteur unitaire I, puisque j'ai bien un poids hein, qui est dans le même sens que I. L'expression que j'ai écrite tout à l'heure, hop, va me permettre, en fait, une fois que j'ai écrit ça, hein, ça c'est l'expression de la force gravitationnelle, une fois que j'ai écrit ça, je vais pouvoir simplifier différentes choses. La masse du système, je la trouve dans le membre de gauche et dans le membre de droite, avec que les signes multipliés, donc je peux diviser par la masse du système. Hop, ce qui fait que G astre, ça va être tout ce qui reste. Autrement dit, hop, si je veux trouver la constante de gravité à la surface d'un astre, il suffit de faire valeur de la constante gravitationnelle fois la masse de l'astre divisé par le rayon de l'astre au carré. D'accord? C'est assez logique, hein? Le champ gravitationnel créé par un astre, bah, ça dépend de la constante de gravitation universelle. Ok. La masse de l'astre est au dénominateur, au numérateur, pardon. Ah ouais, plus votre astre il a une masse importante, plus il va avoir un champ de gravité important, c'est-à-dire plus il va attirer les objets vers lui. Et puis, plus votre astre est gros, et ben moins il attire les objets vers lui. Hop, un lien vers une autre vidéo. Un dernier exemple. Donc, comment est-ce qu'on fait pour retrouver la constante de gravité à la surface de la Terre, le fameux 9,81? Et ben, on a l'expression qu'on vient de montrer juste avant. Donc, la constante de gravité sur Terre, c'est la constante de gravitation universelle fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. La masse de la Terre, elle est toujours ici. Le rayon de la Terre au carré, on ne se plante pas, cette fois-ci on ne prend pas le rayon de l'orbite, puisque le rayon de l'orbite de la Terre, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, on prend bien cette valeur-là. On fait attention au coefficient multiplicateur, on fait attention que les kilomètres, à nouveau, il faut bien les mettre en mètres. Et lorsqu'on fait l'application numérique, on trouve 9,78 newtons par kilogramme, ce qui est relativement proche de 9,81 newtons par kilogramme.